Un meurtre sur commande. Un brutal assassinat. Un quartier dans la confusion la plus totale. Pour le service de police de New York et le FBI, la ville de New York est le théâtre d'un combat sans fin. L'ennemi, les puissants narcotrafiquants qui ne s'arrêteront devant rien pour protéger leur commerce. À New York, dans les années 80, le service de police de la ville luttait désespérément contre les barons de la drogue. Le sergent détective Mike McGuinness faisait partie de la section des narcotiques du secteur du Queens. Plusieurs organisations criminelles faisaient le commerce de cocaïne et d'héroïne dans le sud-est du Queens. L'une d'elles était menée par Lorenzo Fat Cat Nichols. Lorenzo Fat Cat Nichols, âgé de 26 ans, était un grossiste en narcotiques. Il distribuait de la cocaïne et de l'héroïne à des vendeurs intermédiaires. Pour 1 kilo de cocaïne, il demandait 50 000 $. Il valait des millions de dollars. Nichols protégeait ses opérations en s'entourant d'un groupe très sûr, la plupart de ses complices étant des proches parents. Pour la police du Queens, démanteler l'organisation de Nichols ne serait pas une mince affaire. Son quartier général se trouvait dans une épicerie à l'intersection de la 107e avenue et de la 150e rue dans le quartier Jamaica de Queens. On avait mené des opérations de surveillance à cet endroit et parlé à plusieurs informateurs. On avait aussi acheté de la drogue et fait des arrestations grâce à des agents civils. Le problème était permanent dans ce secteur. Mais on n'arrivait pas alors à monter un dossier solide contre Fat Cat ou l'un de ses lieutenants. Tout ça a cependant changé en juillet 1985. Une de nos équipes a mené une opération d'achat suivie d'une arrestation et a recueilli des informations. Ça nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de l'épicerie de Fat Cat et de l'appartement situé au-dessus du commerce. Un informateur nous avait dit qu'il y avait des armes, de l'argent liquide et plusieurs sortes de stupéfiants. 2 enquêteurs et moi-même sommes entrés dans l'épicerie. Je me suis dirigé derrière le comptoir et en m'y rendant, j'ai vu que la lumière était allumée dans l'arrière-boutique. Je suis alors entré dans l'arrière-boutique où il y avait 3 hommes derrière un gros bureau. Je me suis rendu compte que l'un d'eux était Fat Cat Nichols. Les policiers ordonnèrent aux hommes de mettre leurs mains sur le mur. Nichols se pencha alors comme s'il allait prendre quelque chose. Sur un fauteuil, sous une serviette, les policiers trouvèrent une arme automatique chargée et un revolver. Les policiers fouillèrent la pièce et y trouvèrent de l'héroïne, de la cocaïne et 30 000 $ en argent liquide. Il y avait aussi plusieurs grammes de marijuana sur le bureau de Nichols. L'équipe qui est allée perquisitionner l'appartement à l'étage a trouvé 150 000 $ en argent liquide dans des cartons. Il y avait des centaines, voire des milliers de sachets en papier d'aluminium de cocaïne comme ceux que l'on trouve sur le marché noir. Des sachets de papier de cristal contenant de l'héroïne et d'autres armes. Nichols fut arrêté pour possession d'armes et de stupéfiants.
24 heures plus tard, il fut remis en liberté après avoir payé sa caution de 70 000 $. Au moment de son arrestation, Nichols était déjà en liberté conditionnelle. Il alla rencontrer son agent de probation pour lui demander si son arrestation violait les termes de sa libération. Il déclara à son agent, Brian Rooney, qu'il n'était entré dans l'épicerie que pour y acheter un sandwich. Rooney appela McGuinness pour vérifier la version des faits du contrevenant. Je lui ai raconté qu'on avait arrêté Nichols dans l'épicerie et qu'il avait plusieurs armes. Malheureusement, il avait été libéré sous caution et j'étais sûr qu'il avait disparu. Rooney m'a alors dit non, il est assis devant mon bureau. Rooney arrêta Nichols pour violation des conditions de sa libération. Ce que ça signifiait pour Nichols, c'est que même s'il avait pu être mis en liberté conditionnelle relativement à notre enquête, il avait enfreint les conditions de sa remise en liberté et ça, c'était un vrai problème. En plus des crimes dont on l'accusait, nous, il devait 14 ans de prison à l'État. Il avait de gros ennuis. Une semaine plus tard, McGuinness et Rooney témoignèrent lors de l'audience de libération conditionnelle de Nichols. J'ai brièvement décrit ce qui était arrivé ce soir-là et l'arbitre a aussitôt déclaré qu'il avait violé les conditions de sa libération, ce qui signifiait qu'il serait incarcéré. Il n'avait plus droit qu'à une seule autre audience comme celle-là. Ensuite, il devrait purger ce qui lui restait de sa peine de 14 ans. Mais le narcotrafiquant n'avait nullement l'intention de retourner en prison. Deux mois après l'audience, l'agent de probation de Nichols, Brian Rooney, reconduisit une de ses collègues à la maison. Il traversa la partie sud de Jamaica dans le Queens. Il savait que ce secteur du Queens était dangereux. Mais il ignorait qu'il était suivi. Bientôt, une voiture arriva à sa hauteur. Brian Rooney fut touché au bras et dans le dos. Il mourut sur le coup. Ses meurtriers disparurent aussitôt dans la nuit. Les policiers arrivèrent rapidement, mais ils ne pouvaient que constater le décès. Ils examinèrent la scène du crime et n'y trouvèrent que peu d'indices. Il n'y avait pas de douille de projectiles et personne n'avait été témoin de la fusillade. La nouvelle du meurtre fut rapidement transmise au sergent-détective Mike McGuinness. Un sergent de mon bureau m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Il m'a appris qu'on venait de tuer un agent de probation sur Stutphin Boulevard. Il s'agissait de Brian Rooney. C'était un type bien et un bon agent de probation. Il avait à la fois des qualités de travailleur social et de policier, ce qui est nécessaire pour être un bon agent de probation. Le meurtre de Rooney était le dernier d'une série d'homicides à Jamaïca Sud. Des gangs rivaux se disputaient le territoire de distribution de la drogue. Le taux d'homicide dans cette partie de la ville où l'on vendait des stupéfiants augmentait sans cesse. Les fusillades étaient monnaie courante. Les gens avaient peur de sortir de chez eux. On savait donc qu'on n'avait pas d'autre choix que de poursuivre ces gangs. Le service de police de New York mit alors sur pied l'opération Clean Up, une importante opération anti-drogue. Ils firent appel à des centaines de policiers de postes de police partout à travers la ville. L'opération visait les vendeurs de drogue de Jamaïca où Rooney avait été assassiné.
Des enquêteurs ratissèrent également le quartier près de Sudfin Boulevard, où la fusillade avait eu lieu. Ils interrogèrent les gens du quartier en espérant que quelqu'un aurait vu quelque chose d'inhabituel le jour où l'on avait tué Rooney. La police apprit que 2 hommes reliés à Lorenzo Fat Cat Nichols avaient été aperçus dans le secteur. Harold Mason et Perry Bellamy. Nichols avait un motif solide pour tuer Rooney. Je crois que Nichols pensait que si Rooney ne lui barrait plus la route, il pourrait recouvrer la liberté. J'ignore pourquoi il pensait ça, mais c'est ce qu'il pensait. À titre d'enquêteur ayant arrêté Nichols, McGuinness savait qu'il pouvait être la prochaine cible sur la liste. Je regardais toujours derrière moi. J'étais prudent. Je ne me suis jamais empêché de faire ce que j'avais à faire, cependant. Mais que ce type ait pensé que s'il tuait cet agent, il pourrait être remis en liberté, c'était vraiment inhabituel. Et je crois que les gens des forces de l'ordre ainsi que la population en général trouvaient la situation très préoccupante. Les policiers savaient qu'Harold Pappy Mason, un des lieutenants de Nichols, et Perry Bellamy, un de ses complices, avaient été vus dans le secteur le soir de l'assassinat de Rooney. Un informateur anonyme déclara que Bellamy était à l'extérieur de la voiture quand Rooney avait été abattu. Le lendemain, un autre informateur indiqua aux policiers où se trouvait Bellamy. Le tuyau permit aux policiers de trouver le suspect. Bellamy fut arrêté dans une rue de son quartier et conduit au poste de police pour y être interrogé. Il reconnut avoir vu Rooney à peine quelques heures avant le meurtre. Il affirma qu'il avait entendu parler de ce meurtre sur commande et qu'il avait essayé de mettre Rooney en garde. C'était pour cette raison qu'il se trouvait dans le secteur ce soir-là. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprirent que Bellamy ne s'était pas contenté de mettre Rooney en garde. Bellamy déclara qu'il se trouvait dans la voiture de Rooney le soir où il avait été tué. Il ajouta que c'était Harold Mason qui avait tiré sur l'agent de probation. Bellamy était derrière les barreaux quelques semaines avant le meurtre. Il prétendait avoir entendu Nichols déclarer à un autre détenu que son agent de probation allait y passer. Les autorités inculpèrent Bellamy de complicité pour le meurtre de l'agent Rooney. Par la suite, les enquêteurs se mirent à la recherche d'Harold Pappy Mason. What's up, officer? What's your name? Mason. Stick your hands up against the wall for me. Officer, I don't stick your hands on the wall. Give me a few minutes. All right? And I got somewhere to be, man. I don't have my permit on me. It's at the house. Dans une des bottes du suspect, ils trouvèrent un pistolet Derringer de calibre 22 chargé. Mason fut accusé de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Les enquêteurs avaient mis les complices derrière les barreaux, mais ils ne pouvaient pas prouver que Fat Cat Nichols avait ordonné à Mason et à Bellamy d'abattre son agent de probation. Pendant que les autorités essayaient de se constituer un dossier contre Nichols, qui était toujours en prison, son organisation continuait de prendre de l'ampleur. En 1987, la situation dégénéra encore. Une nouvelle drogue venait de faire son apparition. Le crack a pris la population d'assaut. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'agent spécial David Higgins travaillait alors pour l'escouade antidrogue de la police de New York. La préparation de crack ne requiert qu'une petite quantité de cocaïne que l'on combine à d'autres ingrédients, ce qui fait qu'on n'en utilise que très peu. Ainsi, les vendeurs qui touchaient 100 $ pour 1 gramme pouvaient désormais toucher 1000 $ avec la même quantité. La drogue se vendait à petit prix, seulement 2 $ la dose, et elle créait rapidement une accoutumance. Pour la population ouvrière de Jamaïca, le crack représentait une réelle menace. Comme cette drogue provoque une forte dépendance, les gens qui la consommaient cherchaient sans arrêt à être sous son effet,
et il faisait tout pour se l'offrir. Bien entendu, il commettait des crimes comme des vols et des cambriolages, ce qui avait un effet direct sur le taux de criminalité des quartiers où le crack était vendu. Le service de police de New York redoubla d'efforts. On donna un autre nom à l'opération Clean-up, l'opération Queens. Au début des années 80, une escouade antidrogue fédérale fut mise sur pied à New York. Son objectif était de mettre le grappin sur les vendeurs et les distributeurs de stupéfiants. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette escouade. Cette escouade bénéficiait à la fois des ressources du FBI, de la police de New York et de la DEA, ainsi que d'autres services. On voulait une approche coordonnée pour attaquer le problème. L'escouade était divisée en plusieurs unités et chacune de ces unités avait sa propre mission. Notre mission à nous visait les revendeurs de cocaïne, d'héroïne et de crack qui sévissaient en ville. L'escouade enquêtait sur plusieurs gangs de narcotrafiquants de Jamaïca. On croyait que la meilleure chose à faire pour les citoyens de ce secteur, c'était de consacrer le plus de ressources possible à l'unité qui pourchassait ces types. Le plus de ressources possible. La vente de stupéfiants à Jamaïca dans le Queens était une entreprise lucrative. Et plus les profits étaient élevés, plus la compétition était féroce et entraînait de la violence. Près de la moitié des crimes graves commis à New York étaient reliés à la vente de crack. En octobre 1987, la répartitrice d'une entreprise de taxi fut assassinée pour avoir témoigné en cour après avoir assisté à une fusillade. Un mois plus tard, un immigrant originaire de Guyane se plaignit à la police des types qui vendaient du crack dans sa rue. Le lendemain soir, quelqu'un lança une bombe incendiaire dans sa maison. Les agents de police du poste 103 de Jamaïca Sud furent assignés à la protection du témoin et de sa famille, mais les menaces continuèrent. Thomas Godbolt, un membre du gang de Lorenzo Fat Cat Nichols, s'approcha du témoin dans la rue. Il lui dit qu'il lui donnait 3 semaines pour quitter le quartier, sans quoi toute sa famille mourrait. En 1987, les vendeurs de stupéfiants faisaient la loi à Jamaïca Sud dans le Queens. Les citoyens qui avaient le courage de s'opposer ouvertement à eux étaient intimidés quand ils n'étaient pas tués. Le service de police de New York et l'escouade antidrogue fédérale commencèrent à exercer de plus en plus de pression sur les gangs reliés au trafic de drogue de Jamaïca. Ils effectuèrent plus de 2000 arrestations relatives au commerce et à la possession de stupéfiants entre octobre 1987 et janvier 1988. À la fin du mois de janvier 1988, un des lieutenants de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Godbolt, fut envoyé à la prison de Riker Island pour avoir menacé un témoin d'origine guyanaise. Le 24 février, Harold Pappy Mason, soupçonné d'avoir abattu l'agent de probation Brian Rooney, fut reconnu coupable de possession d'armes. Le lendemain, Lorenzo Nichols fut condamné à une peine minimale de 25 ans d'incarcération pour 11 chefs d'accusation de trafic de drogue et de possession d'armes. On avait coupé la tête du serpent et capturé certains membres haut placés. Et notre dossier était solide. On croyait avoir démantelé cette organisation. Le service de police de New York et le FBI progressaient dans leur lutte pour reprendre le contrôle des rues de Jamaïca. Mais la guerre était sur le point de devenir encore plus féroce. Le 26 février 1988, quelques jours après la condamnation de Nichols et de Mason, l'agent Edward Byrne assurait la protection du témoin guyanais. Même si l'homme qui avait menacé sa famille était derrière les barreaux, il recevait encore des menaces.
Byrne était un tout jeune policier, il n'avait que 22 ans. C'était une soirée comme les autres. À 3 heures du matin, une voiture passa à côté de celle de l'agent Byrne. Il y avait 4 hommes à bord. La berline poursuivit son chemin, tourna à l'intersection, puis disparut. « 20 minutes plus tard, 3 hommes arrivèrent silencieusement derrière la voiture de l'agent Byrne. Le témoin entendit des coups de feu. À 3h28, les répartiteurs transmirent aux unités la nouvelle. Un agent était tombé à Jamaica, dans le Queens. Des agents arrivèrent sur la scène quelques minutes plus tard. Les 2 vitres avant de la voiture de l'agent Byrne avaient été fracassées. Le jeune policier était mort. Les policiers sont très touchés par cela. Ils sont ébranlés quand l'un des leurs est assassiné. Le témoin que l'agent Byrne protégeait déclara à la police qu'il avait entendu des coups de feu et ensuite aperçu des hommes montés à bord d'une voiture brun clair avant de s'enfuir des lieux. Par après, les enquêteurs trouvèrent une Oldsmobile Cutlass 1976 de cette couleur, garée à environ 3 km de la scène du crime. Malheureusement, rien dans la voiture ne démontrait qu'elle était reliée au meurtre. Immédiatement après le meurtre de l'agent Byrne, le service de police de New York a vraiment sévi contre les revendeurs de drogue. On a exercé beaucoup de pression sur les narcotrafiquants de Jamaïca. Les agents voulaient capturer les assassins de l'agent Byrne. Des centaines d'agents de police de la 103e rue, de la 105e rue et de la 113e rue effectuaient des quarts de travail de 12 heures. Ils prirent le quartier sud-est du Queens d'assaut. Ils effectuèrent des raids dans près de 200 endroits et interrogèrent pas moins de 300 présumés vendeurs de drogue. Les policiers croyaient que Lorenzo Nichols avait commandé le meurtre de son agent de probation depuis la prison. Et l'homme qui avait menacé le témoin que protégeait l'agent Byrne avait des liens avec l'organisation de Nichols. Nichols était assurément un suspect dans cette affaire. Au moment du meurtre de l'agent Byrne, plusieurs membres de l'escouade du FBI enquêtaient sur un narcotrafiquant du Queens qui avait des liens avec le gang de Nichols. On a simplement modifié l'angle de notre enquête. On s'est mis à examiner le gang de Smith qui faisait affaire avec plusieurs personnes associées à Nichols. On y est ensuite allé à plein gaz. On obtenait des informations sur l'organisation de Nichols parce que nos informations nous provenaient des mêmes taupes que celles de l'organisation de Smith. On a ciblé des membres du gang qui étaient toujours en liberté et qui poursuivaient les opérations de l'organisation. 3 jours après le meurtre, un informateur anonyme déclara qu'il savait qui avait tué le policier. Un enquêteur le convainquit de venir le rencontrer. L'homme déclara à la police que le meurtrier était un certain Todd Scott. Les agents connaissaient déjà Scott. Il était soupçonné d'avoir tué une prostituée. Les enquêteurs se mirent à sa recherche. À l'appartement d'un de ses proches, ils trouvèrent quelqu'un qui était prêt à parler. Celui-ci déclara aux enquêteurs qu'il connaissait les hommes qui avaient commis l'assassinat. Il était présent lorsque ce meurtre avait été planifié et il savait qui l'avait commandé. Le 24 février, seulement quelques heures après sa condamnation pour port d'armes illégales, Howard Mason avait appelé l'un de ses revendeurs, Philip Copeland, depuis un téléphone public de la prison de Rikers Island. Le lendemain, Copeland avait rencontré les membres Todd Scott, David McClary et Scott Cobb dans un appartement à 10 pâtés de maison de la scène du crime. Copeland leur avait annoncé que le patron était devenu fou. Il leur avait demandé de tuer un policier, n'importe lequel. Il devait toucher $8 000 pour ce meurtre. Selon l'informateur, les hommes avaient tiré à la courte paille pour choisir le tueur.
Todd Scott qui appuierait sur la détente. Le destin de l'agent de police était scellé. Le lendemain matin, Scott revint à l'appartement en se vantant de ce qu'il avait fait. Ils ne touchèrent que quelques centaines de dollars des 8 000 qui avaient été promis. Ce type m'a raconté comment s'était déroulé le meurtre et qui ils avaient choisi comme cible. Ils ne visaient pas l'agent Byrne personnellement. Ils avaient simplement choisi de tuer le policier qui protégeait la maison du témoin. C'était ça leur cible. Howard Mason voulait par ce meurtre envoyer un message clair aux autorités. Votre réputation est très importante quand vous êtes un narcotrafiquant. Si l'on apprend que vous avez hésité à commettre des actes violents pour vous protéger, vous ou votre organisation, vous ne pourrez pas être narcotrafiquant pendant très longtemps. Mais ce meurtre a littéralement galvanisé le service de police de New York. Tous les agents étaient révoltés par ce meurtre d'un collègue portant l'uniforme. Il n'avait pas été tué pour ce qu'il avait fait, mais simplement parce qu'il était agent de police. La police de New York avait enfin les noms de suspects relativement au meurtre. On émit des mandats pour Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb et David McLary. Copeland était déjà en prison pour une autre affaire. Les policiers se mirent à la recherche des 3 autres hommes. Plus tard, au cours de l'après-midi, la mère de Scott Cobb appela la police. Elle voulait que son fils se rende à la police, mais celui-ci était introuvable. Les enquêteurs qui croyaient que Cobb finirait par contacter sa mère installèrent un dispositif sur sa ligne téléphonique afin de connaître les numéros de toutes les personnes qui l'appelleraient. L'histoire du meurtre continuait de faire la une des journaux et la police talonnait toujours les revendeurs. Peu de temps après, un important témoin se manifesta. Une jeune femme déclara aux enquêteurs qu'elle avait assisté au meurtre de l'agent Byrne. Elle marchait dans la rue quand elle avait entendu un coup de feu et aperçu des hommes tout autour d'une voiture de patrouille. Elle s'était cachée derrière un véhicule jusqu'au départ des hommes. Elle ne croyait pas qu'ils l'avaient vue. Les enquêteurs lui montrèrent des photos signalétiques. Elle confirma que Todd Scott était l'homme qu'elle avait vu devant la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. Elle identifia également David McLary comme étant l'homme devant la vitre du côté du conducteur et Copeland l'homme debout derrière McLary. Les policiers disposaient enfin d'un témoin à cette fusillade. Ils devaient maintenant trouver les suspects qui avaient disparu. Le jour après avoir installé un dispositif sur la ligne téléphonique de la mère de Scott Cobb, les policiers obtinrent quelque chose. Un appel à cette ligne provenait du Queens Village. Il s'agissait d'un des repères d'Howard Mason. Le 3 mars, moins d'une semaine après le meurtre de Byrne, les enquêteurs aperçurent Scott Cobb. Hey, man. Freeze! Step down and put your hands behind your back. Slow. Il fut rapidement mis en détention. Les policiers fouillèrent ensuite le repère. Dans le sous-sol, ils trouvèrent Todd Scott. À midi le lendemain, David McLary se rendit à la police. Sa mère l'accompagnait. Des 4 hommes accusés de la mort de Byrne, McLary était le seul n'ayant aucun dossier criminel. La version des faits de Todd Scott et de David McLary était contradictoire, chacun accusant l'autre d'avoir appuyé sur la détente. Dans toutes les versions des faits, toutefois, on disait que Scott Cobb se trouvait au volant de la voiture du groupe.
La police et les procureurs purent finalement reconstituer les faits. À 3h25 du matin, Todd Scott avait attiré l'attention de l'agent Byrne en frappant sur la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. David McClary avait ensuite tiré à 5 reprises sur l'agent Byrne à travers la vitre du côté du conducteur. Philip Copeland se trouvait juste derrière McClary. Les 4 hommes furent accusés de meurtre au second degré. Mais pour les agents et les policiers, des questions restaient toujours en suspens. Est-ce que Howard Pappy Mason avait pris seul la décision de faire tuer le policier? Fat Cat Nichols avait-il joué un rôle dans ce meurtre? Et si oui, comment pourrait-on le prouver? La police et les agents du FBI soupçonnaient 2 hommes d'avoir commandé le meurtre d'un agent de police de New York, le narcotrafiquant Lorenzo Fat Cat Nichols ou son ancien employé, Pappy Mason. L'agent spécial David Higgins. L'enquête sur le meurtre de l'agent Byrne était sous la responsabilité de l'État. Elle était menée par le service de police de New York. Pendant cette enquête pour homicide, les autorités fédérales et les membres locaux de l'escouade fédérale menaient une enquête parallèle qui ciblait toute l'organisation de Nichols. Les enquêteurs se rendirent alors compte qu'il ne suffisait pas de mettre en prison les chefs de l'organisation et leurs lieutenants. Pour mettre un terme à la violence, on devait détruire les gangs. Le réseau de distribution de drogue de Fat Cat Nichols était énorme et rapportait plus de 20 millions de dollars par année. Grâce à des informateurs, on avait déjà établi que le centre névralgique des opérations de l'organisation de Nichols était le Big Mac Deli, situé dans le secteur de Laurelton, dans le Queens. On a immédiatement obtenu l'autorisation d'examiner les relevés d'appel de cet endroit. Pour enquêter sur cette dangereuse et imposante organisation, le FBI se servit de micros. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette mission. C'est seulement par ce moyen qu'on peut recueillir des informations sur des gangs importants. Quand un agent d'infiltration achète de la drogue d'un vendeur, il ne rencontre qu'une ou 2 personnes. Pour démanteler toute l'organisation, on doit pouvoir faire de l'écoute électronique. Les agents posèrent des micros au quartier général de Nichols, mais ils ne tardèrent pas à avoir des problèmes. Les suspects qui faisaient partie du gang de Nichols craignaient tellement d'attirer l'attention des autorités, comme c'était arrivé à la suite du meurtre de Byrne, qu'ils étaient déjà convaincus que toutes leurs conversations étaient enregistrées. Ils ont alors décidé de mener leurs opérations à un autre endroit. Les agents ciblèrent la famille de Nichols. Une semaine après le meurtre, ils commencèrent à écouter les conversations de la sœur de Lorenzo Nichols. On savait que plusieurs vendeurs intermédiaires transigeaient avec elle. C'était donc une bonne idée de poser un micro sur sa ligne. Elle parlait fréquemment à Lorenzo Nichols ainsi qu'à une dizaine de distributeurs intermédiaires pour qui elle préparait des commandes. Elle transmettait souvent leurs commentaires à Lorenzo Nichols. Elle était au cœur de l'organisation et c'était un coup de chance pour nous parce qu'elle aimait parler. La sœur de Nichols avait peur d'être surveillée. Elle disait que sa ligne était sur écoute et demandait à ses interlocuteurs de ne rien dire, mais souvent, c'était elle qui parlait. Parfois même, elle laissait le combiné décrocher, ce qui nous permettait de tout entendre dans la maison. Et l'on pouvait l'entendre parler avec ces types quand ils venaient s'approvisionner. Grâce au micro, le FBI enregistra une conversation clé entre Nichols et sa sœur où il parlait de Pappy Mason. Au cours d'une conversation en particulier, elle a demandé pourquoi Pappy Mason avait fait tuer l'agent Byrne. Et Lorenzo lui a dit qu'il l'ignorait. Pappy Mason avait la réputation d'être un type violent. Et vers la fin, même Lorenzo avait pris ses distances de lui. Il ne voulait plus lui parler parce que Mason attirait trop l'attention des autorités. Avant cette conversation, tout semblait indiquer que Lorenzo était mêlé à ce meurtre.
Mais à la suite de cette conversation, et après avoir corroboré ces informations avec nos contacts, on a su que c'était Howard Mason qui avait commandé le meurtre de l'agent de police Byrne. Papé Mason était d'avis que le service de police lui manquait de respect. Il avait donc ordonné à ses associés d'aller tuer un policier, n'importe lequel. Ainsi donc, Nichols n'avait joué aucun rôle dans le meurtre de l'agent Byrne, mais ses opérations continuaient de prendre de l'expansion et de fournir des narcotiques à de dangereux gangs de rue. On a pu établir par nos opérations d'écoute que Lorenzo Fat Cat Nichols communiquait régulièrement avec les membres clés de l'organisation. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, un groupe le rencontrait pour qu'il puisse donner ses consignes en personne sur la façon de gérer l'organisation. Les agents posèrent des micros dans la salle de visite de la prison de Rikers Island. Ils tentèrent ensuite d'écouter les échanges de Lorenzo Nichols avec ses lieutenants. Malheureusement, la qualité du son était trop pauvre pour qu'ils puissent comprendre la moindre chose. Les agents et la police continuèrent néanmoins à consolider leur dossier. On a su comment ils distribuaient la drogue et comment ils la préparaient. On a pu identifier certains de leurs fournisseurs et savoir qui communiquait avec qui et comment ils s'y prenaient. On a évalué l'ampleur de leur trafic et établi la liste de quelques-uns de leurs clients. Cela nous a ensuite permis d'établir la position hiérarchique de chacun au sein de l'organisation. On a poursuivi nos opérations de surveillance en nous basant sur les informations recueillies grâce au micro. Mais les opérations de surveillance étaient ardues. Les vendeurs de drogue les plus prospères sont rusés et ils savent comment déjouer les autorités qui tentent de recueillir des informations. Les narcotrafiquants ont des techniques de contre-surveillance. Ils paient littéralement des gens dans la rue pour qu'ils surveillent les policiers dans un secteur en particulier. Quand les agents eurent recueilli suffisamment d'informations grâce au micro, ils procédèrent à des arrestations. Quand, par exemple, on interceptait un appel dans lequel il parlait d'une transaction ou du transport de stupéfiants d'un endroit à un autre, je disais aux enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire de passer à l'action. Après 5 longs mois, les agents rencontrèrent le procureur. Il était temps de faire inculper des suspects, d'obtenir la coopération d'autres personnes et de faire des perquisitions pour trouver les armes et la drogue et confirmer ce qu'on avait entendu lors des conversations. Martinez croyait qu'ils avaient un motif raisonnable pour obtenir des mandats de perquisition et d'arrêt. Il faut attendre le moment approprié pour passer aux actes. Et c'est ce qu'on a fait en août. Le procureur était d'accord. Le moment était venu de démanteler l'organisation de Nichols. Après 5 mois d'enquête, l'agent spécial Richard Martinez planifiait une opération d'arrestation complexe et risquée. Son but était le démantèlement complet de l'organisation de trafic de drogue de Nichols. Le jury avait besoin de 3 choses pour en arriver à un verdict de culpabilité formel. Numéro 1, il devait entendre le témoignage de quelqu'un de l'intérieur, d'un informateur. Deuxièmement, à titre d'enquêteur, je devais fournir des enregistrements des prévenus qui montraient les activités quotidiennes de l'organisation. Et finalement, on devait présenter des preuves matérielles. Lors de l'opération, on allait procéder à des arrestations dans 20 endroits différents. Les agents croyaient que les mandats de perquisition leur permettraient de trouver des preuves matérielles, des armes à feu, des stupéfiants et de l'argent. Ils devaient également arrêter 38 suspects. Ils espéraient que certains d'entre eux collaboreraient avec les autorités. Quand le jury écoute un collaborateur ainsi que les conversations qui ont été interceptées ou enregistrées sciemment par lui et que les preuves corroborent ce qu'il dit, il ne peut en arriver qu'à un verdict. Le prévenu est coupable. Les agents préparèrent des affidavits et coordonnèrent les quelques 400 corps policiers nécessaires à l'exécution de l'opération. Toutes les personnes qui y participaient connaissaient les risques qu'elles couraient.
Il y a toujours des dangers lorsqu'on exécute des mandats de perquisition et des mandats d'arrêt. On ne sait jamais comment ces types vont réagir. On doit être bien armé et assez nombreux pour réduire au maximum le risque de violence. Le 11 août 1988, les affidavits avaient été préparés. Les mandats de perquisition et d'arrêt étaient émis et les équipes d'arrestation étaient prêtes. Tout était en place. Chacun sait ce qu'il a à faire, qui il va arrêter et où il doit aller. Le temps était venu de procéder aux arrestations. Plusieurs des endroits ciblés étaient très dangereux. Dans 3 de ces endroits, on a déployé des unités SWAT parce qu'il y avait un risque de violence. Les équipes se rendirent aux endroits où les stupéfiants étaient entreposés et vendus. Heureusement, il n'y a pas eu de fuite au cours de cette enquête. Nos suspects ignoraient donc qu'on allait les arrêter quand on est passé à l'action. La sœur de Nichols fut surprise par une équipe d'arrestation. Elle réagit avec colère. C'était une enquête assez unique, en ce sens que les mères de plusieurs suspects étaient impliqués. Il y avait la mère de Lorenzo Nichols, par exemple, de même que celle d'Howard Mason. Cette dernière a été arrêtée parce qu'on a trouvé chez elle 1 kilo de crack et un pistolet. Un peu partout à Jamaica, dans le Queens, les membres de l'organisation de Nichols furent arrêtés et l'ont recueilli des indices. Lors de l'exécution des mandats de perquisition, on a trouvé des armes à feu et une importante quantité de matériel d'emballage et de crack. En outre, plusieurs suspects avaient de grosses sommes d'argent sur eux. On a tout saisi. Lorenzo Fat Cat Nichols et Howard Pappy Mason furent tous deux accusés de crimes reliés au trafic de drogue. Ainsi, ils resteraient derrière les barreaux pour le restant de leur jour. À la fin de la journée, 30 personnes avaient été arrêtées et 5 propriétés avaient été saisies. La sœur de Nichols et d'autres membres clés de l'organisation décidèrent de collaborer avec la justice. La violente organisation de trafic de stupéfiants qui valait plusieurs millions de dollars fut démantelée. Pour Lorenzo Nichols, c'est le meurtre de l'agent Edward Byrne, un meurtre dans lequel il n'a pourtant joué aucun rôle, qui a provoqué la chute de son empire. Lors de cette enquête, on a démantelé le gang de Lorenzo Nichols. Celui-ci a été inculpé et il a comparu en cour. Tous les membres de l'organisation ont été accusés et sont allés en prison. En 1992, Lorenzo Nichols plaida également coupable d'avoir commandé le meurtre de l'agent de probation Brian Rooney. Plus tard, au cours de la même année, on obtint de nouvelles informations concernant cette affaire. Randolph Lucas, qu'on avait arrêté pour un autre crime, avoua avoir joué un rôle dans l'affaire. Selon lui, son frère Eric conduisait la voiture quand il avait tiré sur Brian Rooney et l'avait tué. Ils avaient été engagés par un associé de Nichols pour blesser Rooney, mais dans la panique, ils avaient abattu l'agent. Personne n'a jamais su pourquoi Perry Bellamy avait déclaré s'être trouvé sur la scène du crime et vu Howard Mason abattre Brian Rooney. Le travail de l'escouade antidrogue de la police de New York et du FBI, qui ciblait les trafiquants de drogue du Queens, a eu un profond impact sur les crimes reliés au commerce de stupéfiants. L'agent spécial David Higgins, du FBI. L'escouade anti-drogue de New York a fini par envoyer un message aux trafiquants de la rue. Le crime ne paie pas. Si vous vous livrez au trafic de drogue à New York, vous devrez ultimement affronter la justice dans une cour fédérale. Je crois que ce message s'est répandu dans les rues de New York et dans celles d'autres villes importantes parce que le taux de crimes violents a diminué de façon significative dans les années 90.
Et je crois que c'est arrivé grâce à toutes ces poursuites et à leur heureuse conclusion. On a mis le nom de Brian Roney sur un monument funéraire dédié aux agents de probation tués dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à l'agent Edward Byrne, on a créé une fondation à son nom. Leur mort a permis de démanteler une violente organisation qui menaçait un quartier que les policiers avaient juré de protéger. Les meurtriers savent quand passer à l'attaque et comment disparaître aussitôt. Les meurtres s'accumulent. Quand une femme enceinte est assassinée, les agents du FBI se jurent d'endiguer cette vague de violence. Mais ils constatent que la démarcation entre les policiers et les criminels est de plus en plus floue. Tant que cette affaire ne sera pas résolue, personne ne sera en sécurité. Le 28 juillet 1977, San Juan, à Porto Rico. Le négociant en diamants Stephen Brooks de New York séjournait dans l'île lors de son voyage d'affaires annuel. Il comptait y rencontrer un bijoutier qui lui devait un montant d'argent pour une vente antérieure. Il comptait également lui vendre des pierres qu'il avait apportées avec lui et qui étaient évaluées à 250 000 $. Brooks était seul et n'avait pas de garde du corps. Il devait rentrer chez lui 2 jours plus tard. Le 29 juillet, la police de Porto Rico fut dépêchée à l'extérieur de la ville où l'on avait trouvé un corps. C'était un homme. On l'avait abattu avec une arme de calibre 38 avant de brûler son corps. Il n'avait pas de permis de conduire et à cause des brûlures, il était impossible de l'identifier par son visage. Les policiers ne trouvèrent aucun autre indice. Ils firent enterrer cet inconnu. 4 mois plus tard, à la suite d'une entrevue donnée par la famille Brooks, les policiers se rendirent compte que le cadavre qu'ils avaient trouvé était celui du négociant en diamants. Cet homicide était le dernier d'une série de meurtres crapuleux. Au cours des dernières années, 2 autres diamantaires avaient été tués à Porto Rico. L'agent spécial Fernando Candelario. Des hommes de New York venaient à Porto Rico avec des bijoux. Ils étaient alors enlevés et l'on retrouvait leur corps plus tard. Comme ces individus étaient morts dans un autre État américain, le FBI devait enquêter sur ces affaires. On ne disposait d'aucun indice sur les meurtriers. Les agents communiquaient avec leurs homologues de la police de Porto Rico pour savoir s'ils avaient trouvé des pistes. Sans nouvelles pistes, l'enquête s'enlisa rapidement. Pendant cette période, les crimes violents étaient courants à San Juan, où à la pauvreté s'ajoutait le trafic de cocaïne et où les gangs contrôlaient les rues. Les autorités avaient du mal à faire incarcérer les puissants gangsters. En mars 1979, le chef d'un gang important qui était soupçonné de meurtre réduisit au silence le seul témoin du meurtre en lui tirant une balle dans la tête. Jessica Trujillo, la petite amie du chef de gang, fut témoin de ce crime. Elle accepta par la suite d'aider à faire mettre le caïd derrière les barreaux. L'agent spécial Jim Bird du bureau du FBI de San Juan. Elle devait témoigner dans cette affaire d'homicide contre un membre important du crime organisé ici à San Juan. Comme cette femme courait un grand danger et qu'elle avait fait l'objet de menaces, elle était sous la protection de la police. Jessica passait ses journées au poste de police. Le soir, les enquêteurs de la section des homicides la conduisaient chez sa grand-mère pour la nuit. Le procès commença en mai 1980.
les procureurs avaient hâte d'obtenir enfin un verdict de culpabilité contre ce baron de la drogue. Au 5e jour du procès, on trouva un corps dans un champ de canne à sucre près de San Juan. C'était Jessica Trujillo, le seul témoin contre le chef du gang. Une autopsie permit de découvrir qu'elle avait été tuée de 2 balles tirées à bout portant. La jeune femme était alors enceinte de 3 mois. Le seul indice que l'on recueillit fut un chapeau de paille près du corps. Ce meurtre sordide ébranla les résidents de l'île, notamment l'agent spécial Di Rosario du FBI. Tout le monde savait que la police protégeait Jessica. Selon les rumeurs, du moins au début, et ce, même si elle était sous la protection de la police, elle aurait été tuée par un policier. Tout d'un coup, l'impensable devenait possible. Le bureau d'enquête spéciale de Porto Rico, appelé aussi NIE, travaillait alors sur une éventuelle affaire de corruption au sein de la police. Il demanda l'aide du FBI. C'était une question de confiance. En qui pouvait-on avoir confiance? Le NIE pensait qu'il valait mieux faire confiance au FBI que de se rendre au service de police pour tenter d'y trouver quelqu'un de confiance pour mener cette enquête. Les enquêteurs finirent par retrouver le policier qui avait reconduit Jessica chez sa grand-mère le soir où l'on avait trouvé son corps. L'enquêteur Victor Soucé déclara que son collègue, l'enquêteur Gil Valera, et lui-même avaient conduit Jessica à la maison comme prévu. Selon lui, il l'avait laissée devant la maison de sa grand-mère. Victor ajouta qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui avait pu lui arriver après leur départ. Peut-être quelqu'un l'avait-il enlevé. Les agents vérifièrent la version des faits de Victor. On a interrogé plusieurs personnes. On est allé chez sa grand-mère et l'on a mené notre enquête dans le quartier. Personne n'avait vu Jessica de toute la journée. C'est alors que le seul indice qu'on avait recueilli plus tôt disparut. Le chapeau de paille trouvé près du corps de Jessica avait mystérieusement été enlevé du casier où il était conservé. Les médias signalèrent alors que le chef de la section des homicides portait souvent un chapeau de paille comme celui dont il était question. Et les agents établirent que la voiture utilisée pour reconduire Jessica chez elle appartenait au chef de la section des homicides lui-même, Emeterio Benitez. Les agents réquisitionnèrent la voiture qui fut ensuite examinée par des techniciens du FBI. L'intérieur avait été nettoyé depuis peu, selon l'agent spécial Manuel Aponte du NIE. On pouvait littéralement sentir l'odeur de javelisant dans la voiture. On croyait qu'elle avait été nettoyée parce qu'il s'était vraiment produit quelque chose de grave dans cette voiture, comme un meurtre, ou quelque chose d'autre que l'on tentait de cacher. Les techniciens du FBI démontèrent la voiture. Sous le siège du conducteur, ils trouvèrent une importante quantité de sang séché. Ils en découvrirent également sous le tableau de bord et derrière le panneau de la portière à côté du passager. À en juger par la façon dont le sang s'était répandu dans la voiture, on croyait que quelqu'un avait été tué à l'intérieur de ce véhicule. Les techniciens trouvèrent également des indices balistiques, des marques qui semblaient avoir été causées par des projectiles tirés à l'intérieur du véhicule. Au labo du FBI, les experts comparèrent les échantillons de sang à celui de Jessica prélevé lors de l'autopsie. Ils eurent du mal à prouver qu'ils provenaient d'une même personne. On n'avait pas encore les analyses d'ADN. On pouvait seulement affirmer que le groupe sanguin était le même que celui de Jessica. On ne pouvait pas déclarer formellement que c'était le sien. Emeterio, le chef de la section des homicides, déclara qu'il avait nettoyé l'intérieur de sa voiture avec du javelisant après y avoir transporté un animal mort. Selon lui, les marques de projectiles avaient été causées par un tir accidentel de son arme quelques mois plus tôt. Il ignorait pourquoi on y avait trouvé du sang et ajouta que des dizaines de personnes avaient accès à sa voiture en raison des ressources limitées de leur poste de police. Presque tout le monde de la section des homicides se servait de sa voiture. Dès qu'il manquait de véhicules, ils utilisaient le sien. On ne pouvait donc pas savoir qui s'était trouvé à bord.
On ne disposait pas suffisamment d'indices matériels. On avait bien des preuves indirectes, mais pas de preuves formelles. Et quand on passe aux accusations, on veut réellement avoir un dossier en béton et remporter cette cause. On ne voulait pas prendre des risques inutiles et ensuite échouer parce qu'on serait passé prématurément aux accusations. Comme ils enquêtaient sur des policiers et qu'ils ignoraient en qui ils pouvaient faire confiance, l'agent spécial Angelo Class et le reste de l'équipe ne devaient laisser filtrer aucune information. Quand on a commencé, on nous a prêté un bureau et personne n'avait le droit d'y entrer à moins qu'il ne travaille sur l'enquête. Les agents devaient absolument obtenir la collaboration de quelqu'un de l'intérieur. Ils vérifièrent les dossiers des enquêteurs Gil Valera et Victor Soucé, qui étaient censés avoir reconduit Jessica chez elle. On a dressé leur profil. On a interrogé les autres agents à propos d'eux. On en a appris un peu sur ces types. On croyait que des deux, le plus sérieux, le bon flic, si vous voulez, était Victor. On a alors décidé de faire appel au sens de la justice de Victor. À ce moment-là, Victor terminait sa formation dans la garde nationale aux États-Unis. Les agents furent prêts dès qu'il fut de retour. On l'a abordé à l'aéroport et on lui a dit qu'on voulait lui parler. On l'a emmené, avec son accord, à un appartement qu'on avait loué secrètement. On lui a dit, si tu ne collabores pas avec nous, on va mener notre enquête et l'on va sans doute t'inculper. Tu ne pourras plus voir ta famille. Et tu vas certainement perdre ton grade aussi. Tu vas te retrouver dans un pénitencier fédéral. Pour toi, le seul moyen d'échapper à tout ça, c'est de tout nous dire et de coopérer. Ils assurèrent ensuite à l'enquêteur qu'il le protégerait. Après quelques heures, Victor accepta finalement de collaborer. Il reconnut avoir menti plus tôt. Il n'avait pas reconduit Jessica chez elle ce soir-là comme il l'avait déclaré. C'est le chef qui lui avait demandé de dire ça. Mais son collègue et lui n'avaient pas reconduit la jeune femme chez elle. Il ignorait d'ailleurs qui l'avait fait. Victor ajouta que plusieurs enquêteurs étaient impliqués dans une série d'activités criminelles. Il se faisait appeler El Muerta Escuadra, l'escouade de la mort. Il s'est mis à nous donner des noms et à nous parler des crimes. On prenait des notes. Ça a duré pendant des jours. Grâce à une série d'entrevues, on put bientôt évaluer l'ampleur de cette affaire de corruption. Pendant les 10 ou 15 premières rencontres avec Victor, on a identifié 65 individus, la plupart des agents de police, qui étaient mêlés à des crimes. Mais il y avait aussi dans leur organisation des avocats et des hommes d'affaires. On a alors décidé de déterminer quels étaient les différents groupes et qui étaient mêlés à ces activités criminelles. On voulait aussi déterminer quel genre de crimes ils avaient commis. On a constaté qu'il y avait 19 groupes différents. L'agent spécial Di Rosario aida à l'identification des principaux acteurs de cette affaire de corruption. La majorité des agents qui étaient corrompus provenaient d'une section spécifique du poste de police. C'était le CIC, la section des enquêtes criminelles. Le CIC était constitué des enquêteurs les plus hauts gradés de la police. Ils étaient aussi les plus puissants. On pourrait dire qu'ils avaient leur propre fief. Ils faisaient ce qu'ils voulaient et n'avaient pas à répondre à quiconque de leurs actions. Le CIC était responsable de toutes les saisies de drogue à San Juan. Ils sont devenus très puissants et ils ont tissé des liens avec des informateurs du marché noir. Selon Victor, ces informateurs étaient devenus des complices pour une série de vols à main armée, d'enlèvements et même de meurtres sur commande. Les trafiquants de drogue étaient des cibles faciles pour les squads de la mort. Aucun de ces trafiquants ne pouvait porter plainte pour des vols de stupéfiants, et encore moins s'il était abattu lors d'un de ces vols.
Chaque fois qu'on rencontrait Victor, on en apprenait davantage sur l'organisation, parce qu'il ne nous donnait pas seulement les noms des types qu'il connaissait personnellement au sein du service de police et qui avaient participé au crime, mais il nous fournissait également des détails spécifiques sur ces crimes. Victor dit aux agents ce qu'il savait du meurtre du négociant en diamants Stephen Brooks. Il ajouta que les enquêteurs du CIC avaient entendu parler de l'arrivée de Brooks par le biais du bijoutier qu'ils devaient rencontrer. Ils avaient forcé l'homme à se ranger au bord de la route, sachant qu'il transportait beaucoup de diamants. Un agent de police peut vous arrêter n'importe où. Il peut vous arrêter dans la rue et vous demander qui vous êtes et tout le reste. Et c'est cela qu'il faisait. Ils ont l'autorité pour arrêter des gens. Ces policiers d'expérience s'assuraient qu'il n'y aurait pas de témoins. Comme le CIC enquêtait ensuite sur ces homicides, il était plutôt facile de brouiller les pistes. Les révélations de Victor ébranlèrent les agents qui enquêtaient sur l'affaire. Ces hommes n'étaient pas des inconnus. Je les connaissais bien. C'était vraiment effroyable de penser que ces policiers étaient allés jusque-là. Ces policiers qui avaient pourtant prêté serment et juré de faire respecter les lois et de protéger la population. Sans leur insigne, ces hommes n'avaient rien de différent des autres criminels. Peu importait le temps qu'il faudrait, le FBI et le NIE étaient déterminés à démanteler l'escouade de la mort. À Porto Rico, le FBI et le NIE enquêtaient sur un réseau de policiers corrompus qui se faisait appeler l'escouade de la mort. L'agent spécial Angelo Class menait cette enquête complexe. L'objectif principal était d'identifier le plus de gens possible mêlés à cette corruption à Porto Rico. Ensuite, on devait déterminer quels crimes ils avaient commis et trouver les preuves qui nous permettraient de les faire condamner. L'enquêteur Victor Soucé avait corroboré plusieurs faits, mais les agents avaient besoin d'indices matériels pour lancer des poursuites. Une des premières choses qu'on devait faire, c'était de voir si Victor avait été honnête avec nous ou pas. On devait vérifier s'il nous avait dit toute la vérité. On a donc décidé de lui faire porter un micro branché à une enregistreuse et de l'envoyer parler à certains suspects. L'agent spécial Jim Bird aida Victor à se préparer pour ses rencontres enregistrées. Il avait la mission d'entamer la conversation. Les gens qui, selon nous, étaient mêlés à ces affaires parleraient alors de leurs futurs projets ou des crimes qu'ils avaient déjà commis. C'était ça qu'on espérait obtenir. C'était une mission dangereuse. Si les flics corrompus soupçonnaient Victor de les trahir, ils le tueraient. Il s'attaquait à des policiers et il devait être prudent. Mais comme Victor était lui aussi un policier, il savait jusqu'où il pouvait aller. Et il savait aussi comment se protéger. Victor commença par parler aux policiers qu'il connaissait le mieux. Un des contacts de Victor était Julio César, qui avait été chef de l'équipe des arrestations spéciales pour la police de Porto Rico. Victor avait tissé des liens avec lui. Ils se fréquentaient et prenaient souvent un verre ensemble. Julio reconnut lors d'une conversation enregistrée qu'il avait commis des crimes. Grâce à ces indices compromettants, les agents purent resserrer la surveillance des suspects. On avait assez d'indices pour poser des micros dans la voiture de Julio et sur sa ligne téléphonique. Grâce aux micros sur le téléphone, les agents pouvaient écouter et enregistrer toutes les conversations où Julio discutait de ses crimes. Mais la tâche n'était pas aisée, car les policiers d'expérience sont prudents, même sur leur ligne téléphonique personnelle, comme en témoigne l'agent spécial Di Rosario. La plupart de ces conversations étaient codées. Ce n'étaient pas des conversations normales.
On a dû analyser les dossiers de plusieurs types pour comprendre de qui ils parlaient. On a fait un gros travail d'analyse de ce qu'on recueillait. Un des enquêteurs auxquels Julio parlait souvent était Gil Valera. Quand ce dernier fit à son tour des déclarations compromettantes, les agents purent élargir encore davantage leur réseau de surveillance. On avait un motif raisonnable pour surveiller la ligne de Gil, et à partir de cela, on a identifié ses complices. En outre, on les entendait planifier leurs coups, des vols et des manœuvres d'extorsion, entre autres. Les agents du FBI et du NIE travaillaient de concert pour se constituer des dossiers complets sur tous les crimes des suspects. Quand une équipe enquêtait sur un cas particulier, elle se rendait compte que ce n'était qu'un élément de tout ce dossier de corruption. En conséquence, on devait enquêter sur 16, 17, 18, 19 ou même 20 cas en même temps. Mais jusque-là, personne n'avait reconnu être impliqué dans le meurtre de Jessica Trujillo. Les enquêteurs ne disposaient que d'un seul suspect pour ce cas, le chef de la section des homicides de Porto Rico. Les agents étaient résolus à trouver le meurtrier et à résoudre cet homicide qui avait donné naissance à l'enquête sur cette affaire de corruption. Le meurtre de cette femme et l'enquête qui l'avait suivie avaient ouvert une boîte de Pandore. Ces individus n'étaient pas mêlés à un seul meurtre. Ils commandaient des meurtres, se livraient à de l'extorsion, enlevaient des gens, commettaient des fraudes et se livraient à du chantage. Ils commettaient à peu près tous les crimes auxquels on pourrait penser. Plus Victor infiltrait le groupe de policiers corrompus, plus ceux-ci lui parlaient des crimes qu'il planifiait. En février 1981, ils discutèrent d'un meurtre sur commande. Au cours d'une rencontre en particulier, Julio a mentionné au reste du groupe qu'on l'avait approché pour tuer un journaliste dans la région sud de Porto Rico. Julio proposa que Victor s'en occupe, peut-être pour tester sa loyauté envers le groupe. Les agents ne pouvaient les laisser commettre ce meurtre, mais ils ne voulaient pas compromettre leur enquête non plus en procédant à des arrestations trop rapidement. On a décidé que la meilleure chose à faire serait de contacter directement le journaliste, lui dire que sa vie était en danger, qu'on enquêtait sur cette affaire et qu'il ferait mieux de quitter Porto Rico et de se tenir à distance. Le journaliste disparut pendant 1 mois. Ça nous a laissé assez de temps, grâce à l'aide de Victor, de convaincre Julio et le reste du groupe que c'était une mauvaise idée que de tuer un journaliste. De fait, c'était carrément stupide, parce que ça attirerait l'attention des médias sur eux, et que l'attention serait alors insoutenable. Ils devaient oublier ce meurtre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Convaincu que le meurtre du journaliste entraînerait trop de publicité, Julio refusa finalement de le commettre. Chacun de ces mots était enregistré et permettait aux agents de se constituer un dossier. Il y avait des micros dans la voiture de Victor. Donc, quand quelqu'un se trouvait avec lui à bord, on enregistrait aussi ses conversations dans la voiture. Malgré plusieurs mois d'enquête, les agents étaient toutefois loin d'avoir atteint leur objectif, c'est-à-dire arrêter et inculper tous les policiers corrompus. Victor n'avait pas accès à toutes les personnes qui nous intéressaient. Il ne pouvait leur soutirer des informations. Il y avait toujours de gros trous dans nos dossiers. On commençait à peine. Et ceux d'entre nous qui étions impliqués le savions très bien. C'était une enquête à long terme. On n'entretenait aucune illusion quant à l'issue rapide de cette affaire. Un des suspects avec lesquels Victor n'avait pas tissé de lien était l'enquêteur Alejo Del Monte, le chef du CIC. Les agents croyaient que c'était l'homme le plus puissant de toute l'organisation et sans doute le plus difficile à atteindre. C'était un homme brillant. Et à titre d'enquêteur, c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur enquêteur en homicide qu'ils avaient jamais eu au sein de ce service de police. Ça vous donne une idée du genre d'homme que c'était. Les agents jurèrent malgré tout de démanteler l'escouade de la mort, depuis les simples soldats jusqu'aux têtes dirigeantes de l'organisation. À Porto Rico, le meurtre de Jessica Trujillo en 1980
avait entraîné l'ouverture d'une enquête du FBI sur des policiers corrompus. Les agents recueillaient des informations sur leurs présumés crimes. Angelo Class retardait le plus possible les arrestations. Il y avait un nombre incroyable de gens mêlés à cette affaire. On aurait pu les arrêter relativement à un crime en particulier, mais cela se serait fait au détriment de notre objectif principal, qui était d'identifier autant de gens que possible dans ce réseau de corruption à Porto Rico. L'enquêteur Victor Soucé était devenu un formateur. En avril 1981, il apprit que l'escouade de la mort avait l'intention de voler l'immeuble de la Porto Rico Power, une société d'électricité. Pour créer une diversion, il devait poser une bombe à l'arrière de l'immeuble avant de faire irruption dans le bureau à l'avant. Le vol était prévu au moment où il y aurait le plus d'argent liquide sur place, l'agent spécial Manuel Aponte. Ils avaient appris, on ne sait de qui, qu'il y aurait alors beaucoup d'argent à cet endroit. Ils comptaient arriver avant les fourgons blindés pour y prendre l'argent. On craignait qu'ils n'arrivent sur place et qu'ils se mettent à tirer pour prendre les lieux d'assaut. On devait intervenir. Mais les agents voulaient éviter de faire parler de leur enquête. Ils devaient être prudents pour ne pas éveiller les soupçons des policiers. Ils mirent alors un plan au point. Le jour où le vol devait être commis, Victor avisa secrètement les agents du FBI. Ceux-ci appelèrent alors les responsables de la société pour leur parler de la menace à la bombe. Alors que l'escouade de la mort se déplaçait vers l'immeuble, des dizaines de policiers fiables se mirent à la recherche de la bombe. Quand les suspects sont arrivés, l'endroit était rempli de policiers, donc ils ne sont pas passés à l'action. On a gagné cette victoire, du moins pour ce crime. Ça nous a fait gagner une journée. Après plus d'un an, les agents s'étaient constitués de solides dossiers sur plusieurs membres de l'escouade de la mort. Mais ils n'avaient toujours rien sur Alejo Del Monte, le présumé chef du gang. Victor apprit alors une bonne nouvelle aux agents. On nous a annoncé que Julio César avait invité Victor à l'accompagner à Caguas, une ville voisine, pour y rencontrer Alejo. C'était un coup de chance inespéré. On espérait que Victor pourrait enregistrer Alejo alors que celui-ci discutait de ses crimes. Victor était d'accord pour enregistrer la rencontre, mais les agents se mirent à craindre qu'Alejo ne trouve le micro. Victor s'était habitué à porter cette enregistreuse et il voulait absolument le faire. Il en a discuté solidement avec nous. Il voulait porter cette enregistreuse, mais on a refusé. On lui a dit « Non, il n'est pas question que tu portes cette enregistreuse ». En décembre 1981, Victor et Julio se rendirent chez Alejo. Comme Victor ne pouvait pas enregistrer la rencontre, les agents avaient besoin qu'il soit témoin lorsqu'Alejo discuterait de ses crimes. Comme on l'avait présumé, Alejo craignait les micros et il fouilla discrètement Victor. Alejo voulait savoir s'il y avait une enregistreuse sur lui. Heureusement, l'informateur n'en avait pas. S'il avait eu une enregistreuse sur lui, il aurait été démasqué ce même soir. Alejo entraîna Julio à l'intérieur pour lui parler en privé. Victor et les agents craignaient qu'ils n'eussent découvert qu'il était un formateur. Cette crainte se révéla fondée lors du retour à la maison. Alors qu'il se trouvait dans la voiture en direction de San Juan, Julio a dit « Tu sais qu'Alejo croit que tu travailles peut-être pour le gouvernement fédéral. » Et c'est la première fois qu'on a entendu que Victor avait été démasqué. Victor essaya de convaincre Julio qu'il pouvait lui faire confiance. Mais bientôt, les agents apprirent que ses efforts étaient vains. C'était vers Noël 1981 et l'on faisait de la surveillance électronique. Lors d'une conversation, on a appris que ces types avaient mis un plan au point pour faire assassiner Victor, parce qu'ils savaient qu'il coopérait avec nous. Les enquêteurs contactèrent Victor pour lui annoncer que sa mission était terminée. Je me souviens que Victor ne voulait pas abandonner. Il voulait qu'on continue de recueillir des preuves contre ces flics.
On lui a fait écouter l'enregistrement. Il a alors baissé la tête. Il a réalisé que tout était fini et que sa famille et lui devaient partir. Les agents firent sortir Victor et sa famille de Porto Rico et les mirent sous un programme de protection des témoins avant que l'escouade de la mort ne les trouve. Quand Victor cesserait de répondre à son téléphone, les policiers corrompus sauraient qu'il faisait l'objet d'une enquête. Ils parleraient moins et leur organisation serait plus difficile à démanteler. Les agents poursuivirent l'enquête malgré tout. À ce stade, on avait établi d'autres liens avec des agents du service de police. Ils n'étaient peut-être pas en mesure de recueillir autant d'informations que Victor, mais ils nous en fournissaient assez pour qu'on puisse faire avancer l'enquête. Les agents devaient trouver des preuves solides contre le plus dangereux policier, l'agent Alejo Del Monte. On avait appris, non seulement par le biais de Victor, mais aussi par d'autres policiers, qu'Alejo avait coordonné tous ces crimes, surtout les meurtres des bijoutiers. C'était lui qui commandait ces meurtres, qui faisait tuer des gens. Alejo était donc la cible à atteindre. Jusque-là, les agents n'avaient rien de solide contre le chef Alejo Del Monte, mais c'était sur le point de changer. Le 1er septembre 1982, 2 ans après le début de l'enquête, Mario Ramirez rentrait chez lui en voiture après avoir travaillé à la bijouterie de son père. Il ignorait que son univers était sur le point de basculer. Un groupe d'hommes armés enleva le jeune homme dans la ville de San Juan à Porto Rico. Ce soir-là, le père de Mario reçut un appel. Son interlocuteur lui dit qu'ils avaient enlevé Mario et qu'il le remettrait en liberté en échange d'une rançon de 500 000 $. Il ajouta qu'il rappellerait pour lui donner ses consignes. Si quelqu'un alertait la police, il tuerait Mario. Pendant des heures, la famille se questionna sur ce qu'elle devait faire. Le père de Mario appela alors son voisin, l'agent spécial Angelo Class du FBI. Par hasard, la victime et son père vivaient devant chez moi et c'étaient des amis personnels. Class se rendit aussitôt chez son voisin en rentrant secrètement par la porte arrière. Après avoir entendu ce qui était arrivé, Class demanda des agents en renfort. Il leur demanda de se garer dans des rues adjacentes et d'éviter d'être repérés. On devait être prudent parce que je soupçonnais les ravisseurs de surveiller la maison de Mario. L'équipe discuta alors de l'affaire. Plus tôt, un informateur avait signalé qu'Alejo Del Monte avait l'intention d'enlever le fils d'un bijoutier. L'agent spécial Jim Bird montra à la famille Ramirez comment prolonger au maximum les conversations afin qu'on puisse découvrir où Mario était retenu captif. On essaie de les entraîner avant l'appel. On leur demande, la prochaine fois qu'il va appeler, qu'allez-vous lui dire? Que ferez-vous? Les agents se gardèrent toutefois de dire à la famille de Mario que si l'escouade de la mort était responsable de son enlèvement, ils risquaient de ne jamais plus le revoir en vie. Dès le début, et en nous basant sur ce qu'on avait appris à propos des types mêlés à l'affaire, on savait que Mario serait vraisemblablement tué, que les ravisseurs touchent l'argent de la rançon ou non. Ses chances de survivre à cet enlèvement étaient très minces. Au cours des jours suivants, le FBI enregistra plusieurs appels. Pour gagner du temps, le père de Mario dit au ravisseur qu'il avait du mal à réunir toute la somme. Le ravisseur descendit le montant de la rançon à 224 000 $ en argent liquide et en bijoux. Le père de Mario tentait de retenir le ravisseur le plus longtemps possible sur la ligne, mais celui-ci savait à quel moment précis terminer l'appel. Comme il était impossible de retracer la provenance des appels, les agents cherchèrent d'autres moyens de trouver les ravisseurs.
On était à la recherche du moindre indice. Entendait-on la circulation des voitures en arrière-fond ou des bruits comme ceux qu'on entend la nuit dans les montagnes? On essayait de découvrir le plus d'éléments possible en écoutant ces enregistrements en boucle. L'écoute des enregistrements permit aux agents de tirer une conclusion incroyable. Les gens qui écoutaient ces enregistrements et qui connaissaient Alejo personnellement ont dit « c'est la voix d'Alejo ». Ils croyaient que c'était lui au bout du fil. Les agents mirent Alejo et les autres policiers corrompus sous surveillance. Comme Alejo était un lieutenant-colonel, il saurait facilement qu'on le surveillait. On devait être prudent. Le 4e jour, la famille reçut un autre appel. L'agent Fernando Candelario du FBI écoutait. Un type avec une voix particulière était à l'autre bout du fil. Il a été très précis sur l'endroit où l'argent devait être laissé. Il a décrit un pont près de l'autoroute Caguas. Le ravisseur déclara que l'argent et les bijoux devaient être mis dans une tête d'oreiller et jetés dans l'herbe près du pont. La rançon devait être apportée dans l'heure qui suivait et aucun policier ni agent du FBI ne devait être présent. On a essayé de retracer la provenance de l'appel, mais c'était trop court. Cet homme était rusé. Il semblait savoir exactement le temps qu'il avait à sa disposition pour faire ses demandes. L'escouade de la mort avait déjà tué d'autres victimes d'enlèvement. Les proches de Mario, eux, priaient pour que cette fois-ci, la rançon soit suffisante pour que la vie de cet innocent jeune homme soit épargnée. Le FBI et le NIE de Porto Rico croyaient qu'un gang de policiers corrompus connu sous le nom d'Escouade de la mort avait enlevé Mario Ramirez. Le 4 septembre 1982, les agents surveillèrent l'endroit où devait être laissée la rançon. C'était près d'un pont à l'extérieur de San Juan. L'agent spécial Manuel Aponte du NIE. Il y avait quelques-uns de nos agents sur place. Ils sont arrivés discrètement par la route. Ils se tenaient à distance, dans les buissons. Le père de Mario se dirigea vers l'endroit où la rançon devait être laissée. Il était protégé par un agent armé caché dans sa voiture. L'agent spécial Fernando Candelario dirigeait cette tentative de sauvetage. Il y avait un avion qui nous assistait du haut désert. Vous pourriez être surpris à quel point un avion peut être silencieux. C'était la nuit. Les lumières de l'avion étaient éteintes afin que le ravisseur ne puisse pas le voir. Des dizaines d'agents surveillaient les lieux depuis le sol. Ils essayaient d'être invisibles. Une fois toute l'équipe en place, le père de Mario laissa la rançon près du pont, comme on le lui avait demandé. Les agents attendirent de voir arriver les ravisseurs. Bientôt, le pilote aperçut un véhicule s'approcher. Le pilote a vu un véhicule se garer près du pont. Un homme en est descendu. Apparemment, l'homme a trouvé ce qu'il était venu chercher, le paquet rempli d'argent. Il est remonté dans son véhicule et il est parti. L'agent spécial Jim Bird. La voiture a alors emprunté l'autoroute. Un avion et des unités au sol essayaient de suivre l'individu en possession de 224 000 $. On ignorait toujours où se trouvait la victime. L'agent spécial Angelo Class enquêtait sur cette affaire de corruption policière depuis 2 ans. On ignorait qui se trouvait à bord de cette voiture. On a demandé à l'un de nos agents de la doubler et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Après avoir doublé l'auto, il nous a appelés pour nous dire « Vous ne me croirez pas, c'est Alejo ». Alors que les agents le surveillaient à distance, Alejo changea de voiture.
Le pilote continua de suivre la première voiture pendant que les agents au sol prenaient Alejo en filature. On ignorait dans quel véhicule se trouvait la rançon, mais c'était le moindre des soucis des enquêteurs. Notre objectif principal, c'était de sauver la victime, même si on devait perdre la rançon. Quand le véhicule s'est mis en marche, on ne voulait pas que les agents roulent juste derrière lui. Ils devaient rester assez loin pour ne pas être repérés et pour ne pas entraîner la mort de la victime. Alors qu'Alejo arrivait dans son quartier, les agents décidèrent de passer à l'action avant qu'il n'ait accès à un téléphone. On pensait que si on arrêtait Alejo, ses complices n'auraient plus de raison de tuer Mario, parce que c'était Alejo qui devait leur en donner l'ordre. Les agents passèrent à l'action à la maison du suspect. L'agent spécial dit Rosario mit ses collègues en garde. J'ai dit aux agents par radio, faites attention, il a toujours un Uzi sur lui. Faisant fi des ordres des agents, Alejo sembla s'emparer de son arme. Un agent du NIE fit alors feu en guise d'avertissement. La balle est passée si proche qu'un de ses tapants s'est perforé et son oreille s'est alors mise à saigner. Les agents ne trouvèrent pas la rançon, il n'y avait aucune trace de Mario. On fouilla la maison d'Alejo, mais on ne trouva aucun indice. Le pilote d'avion perdit alors la trace de la première voiture. La mission semblait être fichue. Un lieutenant-colonel de la police de Porto Rico avait été arrêté pour enlèvement, mais on n'avait pas retrouvé la victime, ni la rançon. Mario se trouvait quelque part. Les agents tentèrent de contraindre Alejo de leur dire où la victime était retenue captive. Il niait tout en bloc. C'était « Vous avez le mauvais type. J'ignore de quoi vous parlez. Je suis le lieutenant-colonel de la police de Porto Rico et vous avez fait une grossière erreur. » Les agents faisaient l'impossible pour trouver les autres suspects. On a ratissé les rues de Caguas et celles de la banlieue à la recherche des voitures de ces criminels. Le temps passait et les agents avaient de moins en moins d'espoir quand... Ils ont laissé Mario au bord d'une route près de San Juan. Il a appelé chez lui depuis une cabine téléphonique et a dit « Ils m'ont relâché ». On est allé le chercher et on l'a reconduit chez lui. Il semblait bien que l'arrestation d'Alejo avait rendu ses complices nerveux et qu'ils avaient décidé de relâcher Mario. Le jeune homme était enfin chez lui. Je n'avais jamais vu nos agents du FBI pleurer. C'est vous dire à quel point c'était émouvant. À ce stade, on se fichait pas mal de retrouver la rançon. On était seulement content de le voir chez lui. Une fois Alejo en détention, il était temps d'arrêter tous les autres policiers. Un juge de la Cour fédérale signa les actes d'accusation de 32 personnes, surtout des policiers corrompus. Les agents les mirent rapidement en détention. Le chef de la section des homicides, Emeterio Benitez, collabora enfin et raconta comment Jessica Trujillo avait été tuée. Tout avait commencé par ce meurtre. Le baron de la drogue contre lequel elle devait témoigner leur avait donné la somme de $20 000 pour la tuer. Selon Emeterio, Gil Valera et lui raccompagnaient la jeune femme chez sa grand-mère ce soir-là. En route vers la maison, il l'avait tuée. Ils roulaient à travers des champs de canne à sucre dans un secteur rural de l'île, quand, sans crier gare, ils ont fait feu. Gil l'avait tué depuis la banquette arrière. Ils ont tiré de nouveau. Ils se sont arrêtés et ont abandonné son corps dans un champ de canne à sucre avant de repartir. Plus tard, Emeterio s'était rendu compte que Jessica, par plaisanterie, avait épinglé sur elle sa carte d'identité. Il était retourné sur les lieux pour y prendre sa carte, mais avait oublié de reprendre son chapeau de paille.
Le fait que l'escouade de la mort ait commis un meurtre avec une telle insouciance, en abattant une jeune femme qui portait l'insigne du chef de la police et son chapeau, montrait à quel point il se croyait intouchable. Ce meurtre a été commis sans planification quant à la personne qui devait appuyer sur la détente et l'endroit où il devait être commis. Il l'a simplement tué dans la voiture du chef de la section des homicides. L'enquête de 2 ans portait sur la plus grosse affaire de corruption de Porto Rico. La plupart des policiers furent condamnés à des peines d'emprisonnement, s'échelonnant de 8 ans jusqu'à des peines d'emprisonnement à vie. C'est horrible. Il n'y a rien de pire que de penser que ces gens qui étaient censés protéger la population leur faisaient exploser la cervelle pour de l'argent. Aujourd'hui, la police de Porto Rico a changé. La division du CIC n'existe plus. Les citoyens de Porto Rico peuvent de nouveau faire confiance aux hommes et aux femmes qui ont juré de les protéger.